Avertissement. Premièrement, je préviens, je vais spoiler à mort les saisons 1 et 2. Donc si vous n'avez pas vu la série ou au moins vu le manga, je vous conseille d'y aller avant parce que là sinon vous allez être perdu et ça sera du gros spoil quoi. Secondement, je m'excuse d'avance. Je vais devoir prononcer de nombreux mots, noms en japonais et je ne parle absolument pas du tout le japonais. Donc il y a de fortes chances que je fasse un massacre. Donc je vous en prie, soyez gentils dans les commentaires là-dessus. Et pour terminer, je vous remercierai, je le dirai pas à chaque fois, je vous promets, de mettre le petit pouce, l'abonnement et si possible un commentaire. Allez voir en description la liste des sources que j'ai utilisées pour cette vidéo. Vous vous rendez pas compte le temps que j'y ai passé. Donc franchement ça me ferait vraiment plaisir. Et d'ailleurs comme je dis, du coup vous retrouverez toutes mes sources en description. Vous le savez, la saison 2 de Alice in Borderland est sortie il n'y a pas très longtemps au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 22 décembre 2022. Et elle soulève énormément de questions. Et parmi toutes celles-là, moi je m'en suis posé une qui est comment sont choisis les personnages? Est-ce que c'est du total hasard ou est-ce qu'il y a un choix? C'est surtout une question que je me suis posée devant la saison 2. Déjà dans la saison 1, on voit un petit peu le passé de certains des personnages, mais on en voit d'autres dans du coup la saison 2 et ça m'a vraiment tiqué, on va dire. Donc plus je réfléchissais, plus je trouvais qu'il y avait des points communs en fait entre les persos. Et je me suis dit, vas-y, essaie de creuser le sujet, il y a peut-être... il y a un truc, je sentais qu'il y avait un truc. Et surtout, ce qui du coup a été plus compliqué, c'est que c'est une œuvre japonaise. Et du coup, tout est lié à la culture japonaise, normal, vous allez me dire. Et il y a eu des choses où j'ai dû faire des recherches, mais ça m'a conforté dans mes idées. Mais juste, je vais vous faire un micro résumé de la série quand même, histoire de vous remettre dans le contexte. Alors, Alice in Borderland, c'est une série sortie sur Netflix en 2020 et 2022. C'est une adaptation du manga de Haro Aso, sorti entre 2011 et 2016. Il n'y a pas tous les tomes, là, il n'y en a que 5. Arisu, Chota et Karube, donc 3 jeunes amis, assistent à une sorte de feu d'artifice en plein jour et se retrouvent soudainement dans une version de Tokyo vidée de ses habitants. Ils apprennent très vite que pour survivre dans ce monde, ils sont obligés de jouer à des jeux mortels. Alisu, le personnage principal, va donc enchaîner plusieurs jeux dans le but de comprendre ce monde et surtout essayer de retourner dans le vrai monde avec l'aide de divers personnages rencontrés au cours du temps. Pour moi, les personnages de Borderland n'ont pas été choisis au hasard, contrairement à ce qu'on pourrait penser à la base. Ils appartiennent à, je dirais, 2 catégories, mal vues évidemment au Japon. Alors pour certaines dans le monde, mais pour certaines c'est très japonais. On va avoir d'un côté les personnes immorales et de l'autre les personnes rejetées par la société. Les personnages immoraux. Banda Tsunato. Alors lui, il apparaît dans la saison 2 dans le jeu du valet de cœur. Et en réalité, c'est lui qui m'a fait me poser la question sur la présence de personnages immoraux dans la série, puisque avec lui c'est assez simple à comprendre. Il est connu pour avoir tué 4 femmes sauvagement. Je crois qu'il a été jugé et condamné à la peine de mort. Bon, du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en rajouter pour expliquer à quel point cet homme est immoral? Je ne pense pas, donc personnage suivant. Morizono Aguni. Aguni apparaît dès l'épisode 2 de la saison 1 et on ne peut pas vraiment rater son arrivée. C'est un homme qui a l'air assez froid, rigide, très droit. On comprend très vite qu'il s'y connaît dans les armes et dans le combat, que ce soit à l'arme ou corps à corps. Leur chef, Aguni, est un ancien officier des forces d'autodéfense. Il est en charge de toutes les armes qu'on peut trouver ici. Alors, je vais pas vous mentir, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Faut savoir que depuis la Seconde Guerre mondiale, le Japon n'a plus le droit d'avoir une armée. Mais du coup,
en 1954, ils ont créé les forces d'autodéfense, histoire quand même d'avoir une petite protection, tu vois, au cas où, on sait jamais. Et du peu que j'ai compris, mais ça je suis pas sûre, officier c'est un des grades les plus hauts, voire le plus haut. Alors, pourquoi je parle d'un personnage qui était un officier dans les forces militaires comme d'un personnage immoral? Eh bien, Aguni avait terminé sa carrière d'officier et a décidé du coup de se lancer dans une autre carrière. T'aurais pu finir n'importe où, mais franchement, dans la mafia. Et si je dis mafia au Japon, vous pensez certainement Yakuza. Bon, j'ignore quel était son rôle au sein des Yakuza parce que c'est plein de clans qui ont plein d'activités différentes, plus ou moins légales. C'est un peu compliqué tout ça. Mais compte tenu du passé militaire et des capacités militaires d'Aguni, j'ai un petit peu du mal à l'imaginer comme videur dans une boîte de nuit. Boshiya Hattori, le chapelier. Impossible de parler d'Aguni sans parler de son poteau, le chapelier, je ne redirai pas son nom. Comme je l'ai dit, c'est lui qui nous apprend de toute façon que Aguni était un Yakuza, donc on sait qu'ils se connaissaient avant Borderland. Alors lui, il était le gérant d'un club dans le quartier le plus chaud de Tokyo, donc Kabukicho. Et déjà, on a une petite idée de sa passion pour la débauche, qu'il ne cache d'ailleurs absolument pas à Borderland. Et c'est pas vraiment ça dont je veux parler, même si, bon, être un gros débauché, c'est peut-être pas le mieux. Mais non, ce que je veux parler, c'est de comment il a perdu son club. Au Japon, faut savoir qu'il y a beaucoup de patrons qui mettent une pression de malade sur leurs employés, ce qui devient pour certains insupportable. Et quand je dis insupportable, je parle évidemment de décès par plusieurs moyens. Pour vous dire à quel point c'est quelque chose de fort et de répandu au Japon, ils ont même un mot pour ça qui s'appelle le karoshi et qui veut littéralement dire mort par dépassement du travail. Ça a conduit l'un d'eux à être au bout du rouleau. Et un jour, il s'est pendu. Donc, si l'un de ses employés a été jusqu'à mettre fin à ses jours, on ne peut pas vraiment dire du coup que c'était un bon patron et donc une personne très morale. Keiichi Kuzuryu, le roi de carreau. On le découvre dans la saison 1 sous le nom de Kuzuryu, qui est le numéro 2 de la plage, le nouveau lieu, club utopique du chapelier. Mais on va s'intéresser à son passé, puisque dans la saison 2, on apprend que Kuzuryu, dont on apprend aussi qu'il est le roi de carreau au passage, était un avocat. Et évidemment, quand tu arrives en tant que nouvel avocat, tu as envie d'aider les victimes dans des situations extrêmement difficiles. Le système judiciaire n'a pas été conçu pour protéger les faibles des puissants. Tout le monde a droit au même traitement au regard de la loi. Non, ça c'est de l'idéologie. D'ailleurs, on apprend très vite qu'il a été confronté très tôt dans sa carrière à des situations extrêmement difficiles et inégales. Alors oui, on voit un roi de carreau qui culpabilise de ce qu'il a pu faire, mais le problème, c'est qu'il l'a fait. Au Japon, je tiens à préciser une chose, un avocat, donc un bengoshi, c'est uniquement le droit des affaires et des entreprises. Donc déjà, si tu veux sauver la veuve et l'orphelin, je suis pas sûre que le droit des affaires et des entreprises soit la meilleure option. En plus, il est très rare de faire appel aux avocats, parce que bon, après il y a des procès, machin, c'est chiant, donc on essaie en général d'utiliser plutôt la médiation. Donc, quand une entreprise fait appel à un avocat, c'est qu'elle a du pognon. Genre, vraiment. La justice penche toujours du côté où la pile de billets est la plus lourde. Donc, malheureusement, et ce n'est pas très étonnant, la justice est biaisée par l'argent. Et ce n'est pas la culpabilité de Kuzuryu qui va changer quelque chose. Il a fait ce qu'il a fait, c'est trop tard. Shuntaro Chishiya. Alors, Chishiya, c'est certainement l'un des personnages de la série que l'on a tous préféré. Mais ça reste un personnage immoral.
Je pense qu'on a tous été surpris quand dans la saison 2, on a appris son passé, puisqu'on découvre qu'il était médecin et plus précisément pédiatre dans un service spécialisé un petit peu dans les greffes. Franchement, un si bel homme qui sauve la vie des enfants. Et en quoi c'est immoral? Il y a eu un changement dans la liste des patients prioritaires. Comment ça, un changement? Oui, c'est ce patient qui sera transplanté en premier. C'est le petit-fils d'un ami du directeur. Il donne beaucoup d'argent. Corruption? Non, du tout. Chishiya a fait donc le changement, il n'a pas vraiment le choix, et le patient qu'il devait opérer à la base décède. On pourrait penser qu'il allait être extrêmement affecté, mais non. Je n'ai aucun état d'âme sur la question. On voit même plusieurs fois Chishiya et son chef échanger des enveloppes, ce qui veut très certainement dire qu'il y a eu des changements de patients pour faire passer en priorité des enfants de personnes plus riches et plus puissantes. Alors, je me suis posé une question, parce que oui, c'est immoral, là c'est sûr, mais à quel point? Ici, dans nos pays, les médecins doivent prêter le serment d'Hippocrate avant de pouvoir exercer. Je vais vous afficher le texte, car il est super long, donc je vous laisse mettre en pause pour le lire si vous voulez, mais en résumé, ce texte explique notamment que le bien du malade, au physique et au moral, est la priorité du médecin, et surtout qu'il ne doit pas faire d'injustice. Mais clairement, un texte qui commence par « Je jure par Apollon, médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée », ça sonne pas très japonais. Donc du coup, moi, ma question, c'était jusqu'à quel point c'est immoral par rapport à nous. Parce que, est-ce que c'est ma culture qui fait que ça me choque autant et qu'au Japon, c'est choquant mais moins? Ou est-ce que c'est tout autant choquant? Eh bien, le Japon, en 1948, a adopté, excusez-moi, je lis le mot, le Hippokura Tetsuno Chikai, suite à une version plus moderne, du coup, du texte d'Hippocrate. Ouais, ça voulait dire serment d'Hippocrate, qui est le serment de Genève. Chishiya a donc prêté serment, ce qui montre bien à quel point il est malheureusement immoral. Saori Shibuki. Alors elle apparaît au tout début, mais pas longtemps. Shibuki, c'est une femme qui était prête à tout pour grimper les échelons dans sa boîte jusqu'à se taper son chef qui était marié pour obtenir une promotion. Cypherbank Holding recommande vivement Saori Shibuki comme chef de projet en intelligence artificielle. Bon, les promotions canapé, c'est pas une invention japonaise. Après, il faut savoir qu'au Japon, c'est encore plus compliqué qu'ici pour une femme d'obtenir des hauts postes, puisqu'on considère qu'à partir de environ 30 ans, qui est l'âge à laquelle les femmes ont leur premier enfant, c'est fini. Ce sont des mamans maintenant. Attendez, déjà va y avoir le congé maternité. Après, il va falloir qu'elle ait des horaires aménagés parce qu'il va falloir aller chercher les enfants à la crèche, à l'école, aux activités. Puis si jamais l'enfant, il est malade, elle va demander des jours de repos. Si jamais il a un problème à l'école, il va falloir qu'elle y aille. Parce que c'est madame qui fait tout ça, c'est évident. Non, vraiment, c'est chiant. Donc, est-ce que vouloir monter les échelons, c'est quelque chose d'immoral? Non. Est-ce que faire comme Shibuki et se taper son chef pour y arriver? Oui. Daikishi Karube. Karube, meilleur pote d'Arisu. On apprend, en fait, dès qu'il apparaît dans la série, la raison pour laquelle il est considéré, pour moi, comme un personnage immoral. Je vais te faire penser à l'envie de baiser ma femme. L'infidélité au Japon, c'est quelque chose de très différent que pour nous, puisque ils considèrent un peu que s'il n'y a pas de sentiment, c'est pas vraiment de l'infidélité, c'est pas vraiment trompé. Mais pour Karube, il s'apprêtait à demander la main de la femme de son chef, donc il y avait clairement des sentiments. Vous allez me dire du coup, mais pourquoi c'est pas plutôt la femme du chef qui se retrouve dans Borderland, puisque c'est elle qui trompe son mec et pas Karube.
Et ça arrange plus le scénario, hein, que ce soit Caloubé, vu qu'il y a ses potes. Et puis bon, se taper la femme de son patron, c'est pas super moral non plus. Et puis en vrai, rien nous dit qu'elle était pas à Borderland et puis qu'on l'a pas vue, hein, on peut pas savoir. Akane Heiya. C'est une jeune lycéenne qui apparaît dans la saison 2. Ce qu'on apprend très vite, c'est que sa mère était une femme infidèle. Ce dimanche, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère. J'ai pas forcément envie qu'on sache que cette pute est morte dans un accident avec le bâtard qui lui servait d'amant. Et elle-même a l'air d'être en relation avec un garçon qui lui-même était déjà en couple avec une autre des camarades du lycée. Bref, on a encore un peu une histoire d'infidélité, décidément. De toute façon, elle semble avoir une vie sexuelle assez particulière. On a un peu l'impression qu'elle l'utilise pour arriver à ses fins. Et notamment, ça, on le comprend quand elle doit se faire amputer la jambe dans Borderland, où elle va utiliser le sexe comme moyen de paiement. L'argent, ça sert plus à rien. Dans cet endroit, le fric n'a plus aucune valeur du tout. Et tu le sais très bien. Mais ça, je pense que je peux très facilement le comprendre. Hein. Je pense que si j'étais dans la même situation, j'y réfléchirais. Les personnes rejetées. Ryohei Arisu. Alors, évidemment, Arisu, c'est le personnage principal de la série, et donc c'est celui qu'on découvre en tout premier. Ce qu'on voit, c'est un jeune homme qui joue aux jeux vidéo et qui a raté son entretien d'embauche parce qu'il n'y a pas été. Pourtant, d'après sa bibliothèque, il semble avoir fait des études poussées et rien n'indique qu'il les a abandonnées, donc je pense qu'il les a finis. En tout cas dans la série, c'est autre chose dans le manga. Mais trouver un travail, s'insérer dans la vie d'adulte, dans la société japonaise, ça n'a pas vraiment l'air de l'intéresser. Et son frère et son père ne se gênent pas pour lui rappeler à quel point c'est une merde. T'es qu'un parasite qui vient au crochet. Forcément, ce refus de travailler, de s'insérer dans la vie d'adulte, de vivre encore chez son père, ça fait penser à ce phénomène qu'on appelle au Japon les hikikomori. On n'a pas de traduction en français, mais c'est défini comme un état psychique de personnes désirant se retirer de la société. Alors il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'une personne se retrouve comme ça à se renfermer sur elle-même hors de la société. Pour Arisu, je pense qu'il a subi une forte pression de la part de ses parents, ou du moins de son père, je ne sais pas quand sa mère est décédée, et que peut-être qu'il ne se sentait pas capable d'encaisser encore autant de pression dans le milieu du travail. Ou alors c'est le fait de ne pas avoir trouvé du travail juste à la sortie des études, parce que c'est possible au Japon, hein, on n'est pas en France. Et du coup c'est un peu honteux, que ce soit pour lui ou pour sa famille. Et le fait d'être dans la honte fait qu'il a voulu se cacher. Mais moi ce qui me choque, c'est quand tout le monde dit à quel point Arisu c'est un hikikomori. Je trouve cela exagéré, parce que oui, certes, il l'est, on est d'accord, parce qu'il n'a pas de travail, il vit chez son père, etc. Mais Arisu, il a quand même 2 amis avec qui il sort régulièrement. Il n'est pas complètement reclus, il rejette pas à 100% la société et les gens, il sort. Mais ça reste une honte au Japon de ne pas travailler à son âge. Takatora Samura dit dernier boss. Lui, par contre, c'est un hikikomori. Arisu, à côté, c'est un petit joueur, c'est un bébé dans le milieu. Là, on voit un homme adulte qui vit chez sa mère, qui lui apporte à manger et ce dont il a besoin, qui ne semble pas du tout sortir vu son apparence, qui vit vraiment dans une pièce, peut-être sa chambre, hein, on ne sait pas trop vu l'état. Vraiment le cliché du hikikomori qui n'a vraiment aucune interaction avec le monde extérieur. Son seul type de communication, c'est via un blog qui fait 0 vues. Lui, pour le coup, j'ignore complètement la raison qui l'a poussé à s'isoler et à devenir un hikikomori. Autant pour Arisu, j'ai des pistes, autant pour Dernier Boss, je n'en ai pas. Mais en tout cas, il se sent vraiment pas du tout bien dans cette société. Et c'est pour ça qu'il explique qu'à Borderland, il se sent enfin à sa place. Je vivrai dans ce pays. Pour toujours.
Kodai Tata. Alors en vrai, sur lui, il n'y a pas tant à dire. C'est un jeune homme assez pauvre qui a un petit travail de garagiste pour subvenir à ses besoins, tout simplement, mais il prend pas vraiment son travail très au sérieux. Mais vraiment, il est si maladroit que garagiste, c'était vraiment pas une bonne idée. Il crée un accident terrible en faisant tomber une voiture sur son ami. Même si celui-ci survit, il va être obligé de démissionner, puisque il est plus en état physique de travailler. Tata se retrouve donc quand même coupable d'avoir blessé un ami, lui avoir fait perdre son travail et probablement plongé dans la pauvreté. Même si c'est pas forcément ce qu'il voulait, à partir de là, il va quand même être rejeté par ses collègues. Hikari Kuina. Alors la différence de Kuina, elle est très facile à voir puisque c'est une personne transgenre. On apprend son passé à la fin de la saison 1 et précisément que c'était un jeune homme qui pratiquait les arts martiaux avec son père. Je pense du coup que son père devait avoir de fortes attentes envers son fils, peut-être qu'il le voyait comme un potentiel successeur. Sauf que le jour où il va trouver son fils en train de se maquiller, il va complètement péter un câble, tout jeter et mettre Kuina à la porte. Ne reviens plus jamais. Malheureusement, ce n'est pas une réaction si étonnante, surtout au Japon. Déjà ici, c'est pas facile, mais au Japon, il faut surtout que rien ne sorte de la norme. Alors, être une personne transgenre, ça passe pas bien du tout. Et je pense en plus que c'est pire, puisque dans le cas de Kuina, son père avait l'air d'avoir de fortes attentes envers lui. Alors, qu'il devienne une femme... Et en plus, il faut savoir que les Japonais n'ont un peu aucune idée de ce que c'est une personne transgenre. Il faut savoir que là-bas, c'est hyper compliqué. Stérilisation obligatoire, opération génitale obligatoire si vous voulez être reconnu comme le sexe que vous avez choisi, mariage interdit, donc adoption interdite, etc. On peut pas vraiment dire que le Japon est tout à fait prêt pour ce genre de choses. Donc on comprend aisément en quoi Kuina est une personne rejetée. Segawa Chota. Alors lui, il est rejeté dès son enfance. C'est très très simple, puisque sa mère, et donc par conséquent lui, appartenait à une nouvelle religion. Il faut savoir qu'il en existe énormément au Japon. C'est un truc de dingue. Dans le cas de Chota, je pense qu'il a grandi dans la Pana Wave, qui se retrouve à Shibuya, et qui est assez particulière. En effet, pour eux, ils considèrent que le monde va être détruit par des ondes électromagnétiques et la couleur blanche permettrait de les protéger. Et en effet, la mère de Chota parle de pollution et Chota parle d'ondes. C'était peut-être une attaque par impulsion électromagnétique. J'ai lu ça sur Internet. Et il le dit lui-même, il a été un petit peu harcelé du coup quand il était lycéen, puisque c'est pas très bien vu d'être dans une nouvelle religion. Au Japon, il ne faut pas sortir du lot, je l'ai dit. Mais heureusement, pour lui, il avait quand même Alisu et Karube qui ne l'ont jamais jugé pour ça. Suguru Niragi. Niragi, dans les personnages rejetés et pas les personnages immoraux. Tu es sûr que ça va, Enji? Non, je vous assure, je sais parfaitement ce que je dis. Avant d'être ce personnage violent, pervers, qui aime se battre, qui aime les armes, Niragi, c'était pas du tout ça. Niragi, il était avant tout victime de Hijime, qui est le terme qu'on utilise pour parler de toute forme de harcèlement possible. On pourrait penser que les élèves japonais sont moins harcelés que dans le reste du monde. C'est une société assez lisse, ils ont des uniformes, ils se ressemblent quand même assez tous, ils sont carrés, ils sont dans le moule. Mais c'est pas du tout le cas. On compte 17% d'élèves harcelés au Japon contre 11,4% aux États-Unis.
Et il n'y a pas de limite aux idées pour harceler un camarade. Je vous conseille d'ailleurs, si vous avez le cœur accroché, d'aller voir la vidéo de Liv que vous trouverez en description, qui parle d'histoires très très sombres sur le harcèlement au Japon et qui vont très loin. Comme je viens de le dire, le Japon c'est une société lisse. Il ne faut pas sortir du moule. Et si jamais c'est le cas, pour n'importe quel petit détail, vous êtes dans la merde. Et quand une victime est choisie, puisqu'il y a cette sensation de groupe très forte, eh bien, tout le monde va se mettre à harceler la personne parce que on n'a pas envie d'être celle qui justement sort aussi du lot, sinon ça va nous retomber dessus. Insultes, violences physiques, humiliation, il n'y a pas de limite, il y a plein d'idées possibles. Je ne sais pas exactement pourquoi Niragi a été la victime choisie. Une des choses qu'on sait, c'est qu'il porte des lunettes. Alors, vous allez me dire oui, d'accord, et donc... Eh bien, sachez que ça peut être une raison suffisante au Japon. Oui. Alors, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que les personnes, surtout jeunes, victimes de violences physiques ou morales, sont souvent marquées à vie. Et il est très courant, malheureusement, que ces personnes qui sont d'anciennes victimes deviennent eux-mêmes des bourreaux. Yuzua Isagi. Alors, elle, ça fait partie des personnes où je me suis dit, mais elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait la pauvre fille pour arriver là? Donc j'ai dû faire énormément de recherches sur la société japonaise pour comprendre qu'est-ce qu'elle avait pu faire. Il faut savoir que Monsieur Usagi, son père, était un très grand alpiniste, ce qui explique d'ailleurs les capacités d'Usagi à grimper partout. Un jour, il va réussir un record de grimpe sans oxygène. Sauf que les gens vont commencer à en douter. Et alors là, ça va commencer donc à le contredire, à le traiter de menteur sans la moindre gêne. Et du coup, les médias s'emparent de l'affaire, les journaux s'excitent, c'est marqué partout que Monsieur Usagi est un menteur, tout ça, tout ça. Sauf qu'au Japon, l'honneur, c'est extrêmement important. Il faut une réputation impeccable. Il faut qu'elle soit parfaite. Faut pas que tu t'en fasses. Je ne sais pas qui a vendu cet article, mais ton père n'est pas un menteur. Et être traité comme cela de menteur jusque dans les journaux, avec les journalistes qui débarquent jusqu'à la porte de chez lui, c'est une des humiliations les pires que peut subir un Japonais. Et il faut savoir que tout comme dans la série, et donc dans le cas du père de Usagi, beaucoup des Japonais qui subissent ce genre d'humiliation décident de mettre fin à leur jour. Ce qui fait que Usagi est tristement rejetée parce qu'elle est la fille d'un homme déshonoré, considéré comme un menteur et ayant mis fin à ses jours. C'est super triste. Rizuna Anne. Alors, elle aussi, elle fait partie des deux personnages où j'ai le plus galéré avec Usagi parce que elle aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver là? Je faisais partie de la police criminelle de Tokyo. Certes, c'est un milieu qui est parfois un peu corrompu par les Yakuza, mais Anne, j'ai pas du tout l'impression que ce soit son cas, il n'y a rien qui peut y faire référence. Et de toute façon, elle était légiste. Tu puces GPS. Et c'est là que le bas blesse, c'est là qu'il y a un problème. Dans le Shinto, on a ce qu'on appelle le Kegare, qui représente la souillure, la saleté, tout ça, causée par la mort, le sang, etc. Et ça peut se transmettre de façon indirecte, puisque si une personne de votre entourage décède, eh bien, pour vous débarrasser du Kegare, vous devez faire un petit rituel, une petite prière au temple, un peu de sel et on n'en parle plus. Mais quand votre travail consiste à être constamment avec du Kegare, normalement, il suffit de se purifier tous les soirs et on n'en parle plus. Mais le Japon, qui était à l'époque constitué de 4 castes, a décidé d'en créer une rien que pour eux, les Hinin. On considère qu'à leur stade, le Kegare ne peut plus s'en aller. Ils sont souillés jusqu'aux os. C'est trop tard. Et du coup, il
faut les éloigner. Voilà, donc toutes les personnes qui travaillaient dans des métiers autour de la mort, ça peut aller du boucher au tanneur, au croque-mort et donc au légiste, caca, voilà, on met à part. Officiellement, tout ça, c'est un peu oublié, ça ne compte plus vraiment, voilà, c'est du passé. Mais les choses ne s'oublient pas si facilement. Ce qui fait que Anne, je pense, est arrivée à Borderlands juste à cause de son travail, qui fait qu'elle est trop en présence du Kegare pour être reconnue réellement saine et donc parmi les gens bien. Ou alors, effectivement, on considère juste qu'elle n'a pas eu le temps de se purifier parce qu'elle était au travail, et du coup, elle n'a pas eu le temps d'enlever le Kegare juste avant d'arriver, et là, c'est pas de chance. Mais en tout cas, c'est juste parce qu'elle fait partie d'une population tristement rejetée à une époque à cause de son travail. Conclusion. Donc, de ce que moi j'ai analysé, la population de Borderlands est constituée de personnes immorales ou rejetées dans la société japonaise. Alors, pour des tas de raisons différentes, on l'a vu, mais du coup, ça voudrait dire que les personnes choisies ne le sont pas par hasard. Il y a vraiment une sélection. Du coup, on peut se demander réellement qu'est-ce que Borderlands? Pourquoi ce sont ces personnes-là qui arrivent à Borderlands? Et ça fait partie des questions qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce que Borderlands? Où est-ce que c'est? Qu'est-ce que cette carte du Joker à la fin? Est-ce qu'il va y avoir une suite? Eh bien, si vous voulez le savoir, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour que je vous donne mon avis sur ces différentes questions. N'hésitez pas à me donner vos avis par rapport à ces idées de personnages et de catégories, tout ça. Je serais ravie de voir si vous pensez la même chose que moi ou si d'après vous je dis n'importe quoi. Et pourquoi pas, si vous avez des hypothèses sur ce que je vais dire dans la prochaine vidéo, c'est pareil, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais des bisous sur vos petites truffes de chaton et on se retrouve très bientôt pour la partie 2 sur Alice in Borderland.